les Jeux Olympiques, parce qu'on est dans une thématique qui tournait vers JO 2024, JOP 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Alors pour certains, c'est demain. Moi, j'ai déjà entendu ça quelques fois. Ça va arriver vite, il faut s'organiser vite, il faut qu'on propose des choses. On a le sentiment qu'il y a une pression de l'institution, ce qui est logique. Hein. Et pour d'autres aussi, on peut dire, mais attendez, c'est dans 7 ans. Et peut-être, il n'est pas inutile de s'arrêter, d'avoir un temps d'arrêt, voir un peu où on en est, quelles sont les marches à franchir. Et c'est un peu dans cette perspective-là que l'on se place. Voilà, de plus, ces jeux-là vont être très importants, parce que bon, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, mais comme c'est en France, il y aura, disons, un impact émotionnel fort. Et une chose dont on ne parle presque jamais, c'est qu'il y aura beaucoup de participants qualifiés d'office. C'est-à-dire que, notamment dans les sports collectifs, mais dans d'autres sports peut-être, mais en tout cas dans les sports collectifs, il y a des joueurs qui n'auront pas à faire le parcours des qualifications, un parcours très, très compliqué. Et même il est plus difficile de se qualifier que de faire une place convenable aux Jeux Olympiques. Pour le basket, pour le football, pour tout un tas de sports. Donc ça va être un peu... cette période-là qui va arriver, ça sera une période un petit peu délicate. Et autant s'armer le mieux possible pour essayer de voir un peu comment faire le moins mal possible. Et en tout cas, d'essayer de bien pointer les choses les plus importantes. Donc il va falloir appréhender ces difficultés-là. Et je pense que cette soirée peut nous aider. Donc sur nos invités, je ne vais pas être très long. Je vais essayer de dire 2-3 choses qu'ils ont en commun, parce que c'est peut-être ça qui est plus intéressant. Vous trouverez facilement ce qu'ils ont pu faire dans leur carrière. Bon, c'est pas le plus difficile, ça. Mais ils ont au moins une chose en commun, c'est qu'ils ont fait de la compétition sportive, même si ce n'était pas destiné à leur métier. Bon, donc, quand ils vont parler de ce qui nous réunit ici, il y a comment dire, une expérience vécue. Voilà. Donc ça me paraît une chose qui les rassemble, en tout cas. Tous deux ont publié un nombre important de travaux, livres, diverses publications. Je passe vite là-dessus, mais il y a quelque chose en commun, c'est qu'ils ont un petit peu quelque chose qui les réunit, c'est peut-être le fait d'être en éveil sur ce qui se fait et voire un peu critique vis-à-vis du monde institutionnel. Je pense à ce que tu as pu écrire sur l'asile. On enferme les fous, enfin, tous ces trucs-là. Et vous aussi, concernant l'éducation. Sur l'éducation, ce que j'ai lu de votre part, c'est que vous êtes un petit peu monté au créneau pour dire, mais en France, on n'arrête pas de noter, hiérarchiser à l'école. On met des notes partout, on fait des mesures individuelles. Et puis, quand on regarde au bout de la chaîne, on est quand même un pays qui a le plus d'échecs scolaires en Europe, probablement, peut-être même au-delà. Donc ça me paraît, de vouloir essayer de voir les choses un peu autrement, me sensibilise beaucoup. Voilà, donc l'éducation vous réunit, je pense. L'éducation et la santé vous réunit tous les deux. Et je vais passer la parole à Isabelle Keval pour essayer une dizaine de minutes, pour essayer de nous dresser un petit peu l'effort, la dimension historique, et puis un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre dessus, et peut-être ouvrir quelques voies sur le manque d'aspect critique qu'il y a eu sur cette notion. Je vous remercie Bernard, et je vous remercie donc pour cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Alors, pour démarrer sur la question de l'effort, je dirais que il y a tout d'abord un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, sur lequel j'ai réfléchi déjà depuis quelques années, qui est au point de départ même de ma réflexion. C'est cette tension qu'on peut observer dans différents champs de pratique entre ce qu'on appelle le bien et puis ce qu'on appelle le mieux. On peut aussi l'appeler le bien-être, on peut aussi l'appeler le mieux-être, on peut aussi l'appeler l'équilibre, et puis le déséquilibre ou l'excès.
Et on voit bien, en évoquant ces couples de notions, qu'au fond s'exprime une tension qui peut être tantôt une complémentarité, c'est-à-dire je peux accéder au mieux en me sentant bien et en ayant visé le bien, l'équilibre, la pratique épanouissante, mais je peux aussi, en visant le mieux et le toujours mieux, eh bien, provoquer le déséquilibre, provoquer l'excès, et on sait en sport que ça s'appelle eh bien, la blessure, que ça s'appelle la pathologie parfois chronique, que ça s'appelle la rupture dans le fil d'une carrière. Alors cette tension entre le bien et le mieux, elle s'exprime, comme je le disais, dans différents champs. Elle s'exprime bien sûr dans le sport, elle s'exprime aussi dans le monde de l'éducation. Elle s'exprime aussi dans le registre de la santé, elle s'exprime partout dans le registre du discours, puisque quand on regarde ce qui se passe notamment dans la publicité, on voit bien que, en réalité, être bien, être en bonne santé, c'est souvent présenté comme être mieux, être plus performant. Et donc j'ai voulu questionner ce rapport entre la santé et la performance, et j'ai choisi l'histoire au fond de l'éducation physique et du sport parce que elle exemplifie à merveille cette histoire, la tension entre le bien et le mieux. C'est-à-dire que quand on reprend cette histoire dès ses débuts, et même si les termes ne veulent pas dire la même chose, si sport aujourd'hui ne veut pas dire la même chose que certainement au Moyen-Âge et encore plus dans l'Antiquité, ce qu'on peut observer notamment depuis l'Antiquité, c'est le fil de 4 finalités principales qui ont été celles de l'activité physique: la santé, l'éducation, la vie militaire, et puis ce qu'on a pu appeler l'exploit et qu'on appellerait aujourd'hui le sport de compétition. Quels que soient les termes, encore une fois, quels que soient les contextes qui sont extrêmement différents et qui justement influent sur les termes, ces 4 finalités sont toujours présentes. Parfois, certaines disparaissent ou s'éclipsent, mais ce qu'on peut observer, c'est que la tension entre éduquer ou faire de l'exercice pour être bien, en bonne santé, accompli, et faire de l'exercice ou de l'activité physique pour être toujours mieux, toujours dans la performance, voire évidemment dans la surperformance, c'est-à-dire dans une élite, dans l'exception, eh bien cette tension-là a au fond toujours existé. Alors on l'interprète différemment selon les contextes. Aujourd'hui, nous, dans notre société contemporaine, on l'interprète plutôt dans le sens du culte de la performance. Le culte de la performance, ça veut dire qu'on recherche toujours à dépasser ce qu'on a déjà fait, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie professionnelle, dans l'entreprise, dans l'école, etc. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans l'étude du sport de haut niveau, en particulier, pas seulement, mais en particulier, c'est qu'il apparaît comme une forme d'éprouvette du social, dans la mesure où, à l'intérieur de cette petite sphère du sport de haut niveau, un certain nombre de tendances sociales, sociétales s'expriment et sont poussées à leur extrême. Voilà. L'entraînement du corps, l'utilisation, voire l'instrumentalisation de la médecine, de la diététique, de la psychologie, eh bien l'amélioration, la sophistication de tous les matériels, de tous les matériaux, et bien sûr ces tentations d'améliorer l'humain au-delà de la règle par le dopage, par la prothèse, par peut-être un jour la nanotechnologie. Ces choses-là sont extrémisées dans ce milieu-là et d'une certaine manière permettent d'étudier au travers de leur prisme des choses qui se passent par ailleurs dans le social. Et j'irai même plus loin en disant que là où partout ailleurs finalement, depuis quelques années, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde de l'école, le culte de la performance fait l'objet de contre-discours, c'est-à-dire de discours critiques. Et un certain nombre d'auteurs, un certain nombre d'études montrent bien les effets délétères parfois de ce culte de la performance. Le sport de haut niveau est le seul milieu social dans lequel ce discours ne peut pas prendre, dans lequel ce discours ne peut pas se tenir, parce que le dépassement de soi, le culte de la performance, le dépassement toujours repoussé des performances, c'est l'essence même du sport de haut niveau. Et donc c'est à ce titre, dans la mesure aussi où il n'y a pas de contre-discours, que l'étude de ce milieu-là est particulièrement intéressante. Et donc pour cibler l'interrogation possible sur l'effort, eh bien, c'est de comprendre
dans une société où l'effort, de manière assez commune, est valorisé. Bon, faites des efforts, on parle du bon effort, on pense qu'on n'a rien, qu'on n'obtient rien sans faire d'efforts. Ce qui peut être intéressant, c'est deux choses. D'abord, du point de vue individuel, de comprendre quelles sont les finalités qu'on attribue à son effort. Voilà. Est-ce que c'est une finalité de connaissance de soi, d'accomplissement de soi, de bonheur, de bien-être trouvé pour soi? Ou bien est-ce que c'est un effort dont le sens, l'injonction, la norme vient de l'extérieur, uniquement de l'extérieur? Est-ce que c'est un effort dont le sens finit par m'échapper? Ça, c'est la première interrogation, je dirais, entre la valeur subjective qu'on accorde à l'effort et puis les valeurs objectives qu'on peut lui trouver à côté. Et puis, la deuxième piste d'interrogation, c'est précisément de pouvoir replacer cette valorisation commune de l'effort, que ce soit l'effort physique ou l'effort intellectuel. On dit souvent, c'est un cliché, qu'ici on est dans le temple de l'effort. Et bien justement, questionnons-le, et de pouvoir donc replacer cet effort dans son histoire et son contexte. Et le fait que l'effort soit valorisé précisément n'est pas neutre. Il appartient au contexte auquel nous appartenons, c'est-à-dire une culture judéo-chrétienne assez marquée, c'est-à-dire aussi une culture rationaliste, scientiste, qui aujourd'hui dans son format économique a pris donc cette forme du capitalisme. Il apparaît important de comprendre que l'effort est valorisé parce que il est le marqueur d'une progression, il est le marqueur d'un mérite pour ce qui est de l'idéologie judéo-chrétienne, et il est aussi le marqueur d'une progression, c'est-à-dire l'idéal de progrès qui caractérise notre culture depuis le siècle des Lumières. Et questionner ce contexte peut être intéressant précisément pour comprendre ses propres finalités relativement à l'effort, et puis peut-être parfois aussi pour se démarquer de cette valorisation qui peut être aveugle, ou bien de cet effort qui peut conduire parfois à s'éloigner de soi. Voilà. Alors j'en dis pas plus, j'ouvre la possibilité de questionner à la fois cet effort qui permet de s'accomplir ou cet effort qui permet de s'éloigner de soi. Simplement, j'attire votre attention sur des expressions qui sont bien connues dans le monde du sport, voilà, et que tous les jours, finalement, quand on est sportif, on utilise. Se défoncer, s'éclater, se déchirer, se transcender. Ces expressions-là ne sont pas neutres. Elles signifient bien qu'à un moment donné, on va essayer, s'efforcer de sortir de soi. Et cette sortie de soi par l'effort peut, à mon sens, conduire soit à se ressaisir, à une ressaisie de soi, mais parfois aussi à un éloignement de soi-même, c'est-à-dire un déchirement, c'est-à-dire aussi ce qu'on appelle parfois une aliénation. On va parler un petit peu de ce qui se passe dans la maison pour introduire ton intervention. Dans la maison, les sportifs s'entraînent tous les jours et souvent ont été amenés à quitter leur foyer, enfin le foyer parental, beaucoup plus tôt que prévu. Donc il y a un effort là qui va émerger, c'est un effort pour faire face à la rupture. Alors ce phénomène de la rupture dans le domaine psychiatrique, je pense que tu connais bien le sujet. Oui, merci aussi de me proposer de participer à cette soirée avec vous tous, au fond. C'est vrai que je vais d'abord peut-être associer sur la présentation qui nous a été faite entre le bien et l'effort. On a au fond dans chacun de nos domaines des grilles de lecture. Et ma grille de lecture j'ai associé avec ma grille de lecture. Ma grille de lecture est une grille de lecture psychologique, d'orientation psychodynamique, qui fait que, et mon exercice est un exercice au fond qui s'appuie au fond sur la rencontre avec d'autres personnes qui viennent me voir, individuellement généralement, mais parfois en groupe, et que cette rencontre-là nous amène à comprendre au fond la manière dont chacun fonctionne. Avec beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, non seulement des personnes qui viennent, mais également de nous sur ce qui nous est dit. Et c'est pour ça qu'on a une grille de lecture qui nous permet d'avoir un certain repère.
Alors sur le bien et le mieux, j'étais très intéressé par cette distinction parce que pour moi, il y a une distinction qui renvoie à ce qu'on appelle des homonculus, c'est-à-dire qu'en chacun de nous, il y a des petits personnages. Il y a des personnages qui sont qu'on appelle des personnages pulsionnels, c'est-à-dire qui ont besoin de décharger leurs pulsions. Et par exemple, vous disiez se lancer à fond. Bon, c'est aussi une source de soulagement, c'est une source de catharsis de ce qui correspond à nos pulsions agressives, nos pulsions agressives dans le bon sens du terme, et parfois dans le mauvais, et nos pulsions de plaisir, nos pulsions de vie. Alors entre le bien et le mieux, ces homonculus, on travaille sur 3 homonculus. On travaille sur un homonculus qui est au fond, ce qui est au fond de nous, qu'on ne connaît pas suffisamment bien en général, qu'on n'a pas non plus besoin de connaître forcément, qui s'appuie d'ailleurs sur la relation entre le corps et la psyché, et qui renvoie à cet homonculus, disons, de la pulsion ou de l'inconscient. Et puis on a 2 autres homonculus qui sont en nous. C'est pour ça que j'ai pensé associer sur ce que vous disiez. Il y a l'homonculus du bien, être bien, c'est ce qu'on appelle le moi. Un moi suffisamment harmonieux, au fond, qui fait qu'on n'est pas trop pris par des contradictions, par des conflits, par des tensions, et que ce moi fait qu'on a une capacité de s'adapter à ce qui nous est proposé, à la réalité, aux autres, et que ce moi, il est plus ou moins cohérent, mais quand il est suffisamment cohérent et qu'il nous donne un sentiment de liberté par rapport à ce qu'on désire, on est bien. On est bien parce qu'on réalise ce qu'on a envie de faire, ce qu'on désire faire. On n'est pas pris trop ni par la pression des autres, ni par des besoins qui nous sont imposés, y compris par notre propre corps. Alors que le mieux, c'est un autre homonculus, c'est ce qu'on appelle l'idéal du moi. C'est-à-dire, c'est ce qui nous amène à souhaiter être. Cet idéal du moi, il est dans le mieux. C'est-à-dire que, et il nous est dans nos systèmes éducatifs, on est depuis tout petit, par nos parents ou par nos éducateurs, par nos enseignants, on est poussé à aller vers le mieux. Et que ce mieux va correspondre en effet à cet idéal du moi qu'on va avoir peu à peu à intérioriser et qui va nous amener à avoir des projets et de faire en sorte qu'on va vers un idéal, en sachant que c'est un idéal. C'est-à-dire que c'est un personnage interne qui fait qu'on n'est pas, je dirais, on a une réalité, on connaît la réalité, mais on essaye d'aller vers. À l'adolescence, par exemple, eh bien à l'adolescence, on va essayer d'aller vers tel ou tel champion, ou quand on fait un sport qui correspond à celui qu'on aime, ou tel artiste, etc. On sait que c'est pas nous, mais on aimerait être comme ça, on aimerait être ça, mais on sait en même temps qu'on n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'on met dans nos chambres, à l'adolescence, des posters. Et puis, ce mieux, il se construit au cours de la vie, et chez l'enfant, il est aussi construit, mais très précocement, de façon précoce, qui fait que la réalité, en tant qu'enfant, on ne se la représente pas comme on peut se la représenter progressivement, et c'est ce qu'on appelle, nous, le moi idéal. C'est-à-dire qu'on pense être vraiment celui qu'on aimerait être. Et que ce moi idéal, il a toute notre vie. Et qu'en effet, moi j'entendais ce que vous disiez en termes du mieux. Le mieux est formidable quand c'est un idéal du moi. Il est problématique quand ça devient un moi idéal. C'est-à-dire que quand on se considère être vraiment celui qu'on voudrait être, alors qu'au fond, ça repose uniquement sur un fantasme mégalomaniaque de toute puissance, tel que l'enfant, là dans le jeu, il est le roi, et quand il joue, il est vraiment le roi. Je vais être sexiste. Ou la princesse, et elle est vraiment la princesse. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce moi idéal qui est qu'on est ce qu'on fantasme être.
ce qu'on aimerait être. Alors que peu à peu, on devient un petit peu plus réaliste et on se rend compte que, et à l'adolescence, c'est vraiment la période importante, puisque certains d'entre vous n'en sont pas loin, ou en tout cas beaucoup d'entre vous en charge, ces adolescents, eh bien, ils savent que c'est un conflit à l'adolescence entre vouloir être, en sachant qu'on ne l'est pas, mais progresser pour aller vers, et dans certains moments, soit par angoisse d'ailleurs, souvent, on régresse, soit par déni de la réalité, on pense qu'on est vraiment ce qu'on voudrait être. Et qu'à ce moment-là, on est évidemment piégé par le retour, soit de la réalité, soit de ce qui nous est difficile, évidemment, d'accéder. Alors, c'est ça qui m'a amené à associer avec le bien et le mieux en termes de psychologie, au fond, qui est ma grille de lecture. Alors, Bernard faisait allusion à, en effet, la question de l'effort, et un des efforts des jeunes qui viennent entre autres ici, d'ailleurs, c'est le fait qu'ils sont confrontés à une question de l'adolescence qui est la question de la séparation. Au fond, comment se dégager de son enfance? C'est ça notre question, et elle reste d'ailleurs un peu toute notre vie, mais à l'adolescence, elle est d'autant plus importante qu'on veut vraiment être, qu'on veut se construire une identité qui nous est propre, qui est dégagée de la relation parentale. Mais ceci doit se faire progressivement. Et quand la rupture est trop brusque, eh bien cette séparation est parfois beaucoup plus douloureuse qu'on imaginait. C'est toute la question des internats, c'est toute la question... Alors évidemment, quand on a un support, une passion, la passion du sport, là, on l'a vécu, la passion d'autre chose d'ailleurs, peu importe, et qu'on est soutenu dans cette passion, mais avec, disons, un environnement qui nous permet de nous rendre compte qu'il faut aussi ne pas oublier que au fond de nous, il y a quelque chose qui est plus complexe, qui est qu'on n'est pas encore à la hauteur d'être ce qu'on voudrait être. Eh bien, ça nous met en situation d'angoisse ou de tension, et ça nous amène d'ailleurs, sous des formes plus ou moins variées, et en particulier sous la forme, on en parlera, où vous l'avez sûrement en tête par rapport à certains jeunes, de l'addiction, y compris de l'addiction dans l'effort. C'est-à-dire que je voyais une jeune fille récemment, qui était une jeune fille charmante, très, très sympa et tout, qui n'était pas une sportive, mais qui avait comme problème justement d'avoir à se séparer pour des raisons scolaires de ses parents. Et elle gérait cette séparation qui l'angoissait terriblement par faire 2 heures de course à pied. Elle n'était pas sportive, pas tellement sportive. 2 heures de course à pied tous les soirs. Et qu'elle avait comme intérêt, comme bénéfice, de rester bien maigre. Mais de rester tellement maigre qu'elle en devenait anorexique. Et que voilà comment ça se construit, la manière dont on se construit un petit peu la représentation des uns et des autres. Et cet effort, au fond, est un effort qui doit être fait avec un but, mais avec un sentiment d'efficience, on y reviendra sans doute, qui est absolument indispensable pour permettre d'être bien dans le fait de vouloir être mieux. Parce que c'est tout l'enjeu, au fond, comment être bien dans le fait de vouloir être mieux. Et que, évidemment, ça demande un effort de vouloir être mieux, mais que si cet effort est un effort qui est trop intense, trop mégalomaniaque, ou au contraire qui est la source d'un sentiment de non-efficience dans ce qu'on réalise, ou dans les échecs qu'on a, ou dans la rumination sur les échecs qu'on a, ou dans la nostalgie de ce qu'on n'a pas bien fait, là, à ce moment-là, on est évidemment en grande difficulté. Donc voilà un petit peu ma grille de lecture. Je vais m'arrêter là. On a introduit tout ça pour vous montrer que, pour ce dernier point, en tout cas, de la séparation de ces jeunes, j'ai toujours dit que le problème, on dit toujours en psychologie, que le problème de l'adolescence, c'est de faire le deuil de son enfance. Moi, je dirais non, c'est pas faire le deuil de son enfance. C'est être dans un conflit entre quitter son enfance et se tourner vers de nouveaux objets, de nouveaux attraits, de nouvelles personnes, de nouveaux intérêts. C'est les parents qui font le deuil. C'est les parents qui font le deuil. C'est les parents qui sont les plus en difficulté. C'est formidable d'avoir un enfant. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir un adolescent.
les parents vivent difficilement cette séparation vers le sport-études ou vers le pôle France. Enfin, et on ne peut pas les préparer un peu. Il n'y aurait pas quelques règles un petit peu à mettre en place, parce que quand les gens arrivent dans des sections sportives, ça ne tombe pas du ciel. Les parents devraient un peu imaginer qu'il peut se passer quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des structures pour prévenir assez tôt les parents Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour atténuer cette séparation ? Oui, je suis pas sûr que ça se prépare aussi facilement que ça. Je vais vous donner une petite expérience que j'ai eue il y a quelques années. On m'a demandé de m'occuper des jeunes espoirs de tennis d'une ligue. Et c'était des garçons et des filles entre 12 et 18 ans. J'ai été frappé par plusieurs choses. J'ai été frappé, la fédération de tennis, si j'ai bien compris, française de tennis, demande qu'il y ait un accompagnement psychologique de ces jeunes espoirs. Je ne sais pas si c'est vrai dans les autres fédérations, mais bon, voilà, c'est comme ça en tennis. Et donc j'accompagnais, je voyais ces jeunes une ou deux fois par an pendant 3-4 ans. J'ai été frappé par plusieurs choses. J'ai été frappé d'abord par le fait que, contrairement à ce que je croyais, je voyais les parents et le jeune seul, et après le jeune et les parents. Ce que je fais dans n'importe quelle situation autre que celle-là. Et j'ai été frappé de voir que les parents faisaient des efforts fantastiques pour accompagner ces jeunes doués. Dans des choses très concrètes, dans les déplacements, dans articuler l'école et la scolarité et le sport, dans articuler la passion de ces jeunes pour le sport dans lequel ils s'étaient engagés et la nécessité d'anticiper un avenir qui n'était pas forcément celui de devenir fédéraire ou... Bon, je ne veux pas citer de nom français. Voilà, etc. Et que, bien évidemment, les parents étaient vraiment, alors là, dans un effort qu'ils assumaient, par fierté de voir leur enfant réussir dans un domaine, par amour de leur enfant, il faut dire le mot, vraiment par amour de leur enfant, et en même temps, ils souffraient particulièrement bien. Ils souffraient particulièrement de tous les efforts qu'ils avaient à faire. Et les jeunes, eux, ils étaient très ravis, évidemment, d'être accompagnés, d'être suivis. C'est pour ça que je disais peut-être pas préparation, mais accompagnement. Moi, je dirais qu'on oublie peut-être trop d'accompagner les parents quand on a la charge de jeunes sportifs de haut niveau, jeunes, je dis en dessous de 18 ans. On oublie peut-être, je parle peut-être en tant que psychologue, mais on oublie peut-être d'accompagner les parents. Parce que les jeunes, ils ont l'air très autonomes, au fond, comme ça. Mais ils ne le sont pas. Ils le sont beaucoup moins qu'on l'imagine. En plus, ils déplacent sur les adultes qui les accompagnent au niveau du sport leur quête de nouveaux personnages dans leur vie, mais en même temps, ces nouveaux personnages renvoient à leurs anciens personnages. Ça, on le sait très bien, nous. Parce qu'ils soient sportifs ou pas sportifs, on sait très bien qu'on est, par exemple, nous-mêmes, en tant que psy, des substituts des parents. Qu'on essaye de ne pas être, d'ailleurs, parce que sinon, ce ne serait pas la peine de venir nous voir. Il faut qu'on introduise une différence. Mais cette différence, on n'en est pas dupe. C'est une différence qui fait aussi qu'on est des représentants des parents. Et que préparer, moi je ne sais pas s'il y aurait des choses à préparer. Ce que je sais, c'est que ça serait bien qu'on les accompagne. Ça, je crois qu'on oublie un petit peu. Je me rappelle, moi, puisque je vais dire des choses... Quand j'étais en troisième ou seconde, je ne sais plus, ma première grande sortie de ma famille, ça a été de venir faire un stage à l'INSEP. Il y avait un stage de 8-10 jours pour la Ligue de Paris, les jeunes basketteurs de la Ligue de Paris. Bon.
Et rétrospectivement, je me souviens que j'avais été très heureux, j'avais eu très mal aux jambes, il m'avait fait travailler comme des fous, il m'avait monté mes démarches, etc. Bon, je me souviens des choses très, très concrètes. Et en même temps, je me souviens de cette période comme étant une période où j'avais souffert. Et après, j'en ai reparlé à mes parents, et mes parents m'ont dit « Mais attends, toi, t'as souffert, mais nous, beaucoup plus ». Et ça, j'ai compris quelque chose qui m'a permis après de me rappeler ça quand j'ai eu cette expérience auprès des jeunes espoirs de tennis de la ligue, d'une ligue de la région parisienne. Donc, je crois que là, il y a quelque chose que je ne saurais pas répondre à ta question sur la préparation. J'aurais une proposition qui serait d'accompagner les parents dans cette maison ici, qui s'adresse à des sportifs de haut niveau, qui sont quand même un peu coupés de leur famille, et de ne pas être dupe que la famille est toujours là quelque part, au moins dans leur esprit, plus ou moins explicite, mais sûrement implicitement. Merci. Je vais poser une question à Isabelle. Ça concerne... après, ok, d'accord. Sur la souffrance... Les sportifs connaissent bien « no pain, no gain ». Bon. C'est-à-dire que si tu ne souffres pas, pas de victoire sans souffrance. Bon. Mais en fait, on n'est pas du tout obligé de souffrir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les champions passent énormément de temps à s'entraîner pépère. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu nouveau par rapport à des pratiques anciennes, mais... sur la souffrance, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que les gens qui pratiquent beaucoup de sport ont tendance à lui donner au moins d'importance que ceux qui pratiquent à un niveau intermédiaire, on va dire. Donc sur la souffrance, et sur l'excellence, parce que là, vous avez différents regards que vous portez sur l'excellence. Alors éclairez-nous un petit peu sur c'est quoi être excellent. Et puis après, on donnera la parole à... Alors sur la souffrance, je ne sais pas si aujourd'hui on pratique le sport de haut niveau avec moins de souffrance. Dans la presse récemment, on a eu quand même plusieurs articles pour continuer sur le tennis, qui est donc un sport que je connais assez bien. Le témoignage de Rafael Nadal quand même, avec ses problèmes de genoux, son rapport à la douleur, voilà, c'est cette espèce de limite à laquelle on a le sentiment qu'il est toujours voilà, au point de rupture. Et puis le témoignage quand même de Paul-Henri Mathieu, qui raconte que depuis son enfance, il a toujours fait du sport en souffrant, que la souffrance est un marqueur de sa pratique sportive, qu'il n'a jamais pu se libérer de cette souffrance tout au long de sa carrière professionnelle d'adulte, etc. Et qu'au fond, sans souffrance, on n'a pas le sentiment de faire un bon effort. Alors, c'est peut-être perçu différemment aujourd'hui dans le sport de haut niveau, mais le fait est que dans notre société, encore une fois, ancrée dans ces valeurs très anciennes, judéo-chrétiennes en particulier, tu accoucheras dans la douleur, etc. On n'a rien sans rien, on n'a rien sans peine, etc. La souffrance est souvent la compagne du bon effort. Si je pratique une activité et que je n'ai pas du tout souffert, je vais m'interroger sur le degré d'intensité avec laquelle j'ai pratiqué. Est-ce que j'en ai fait assez ? Et on voit bien que dans certains sports, et on voit bien la description aussi de certains champions, on nous dit ce sont toujours ceux qui restent après les autres, ce sont toujours ceux qui font plus de séries que les autres, ce sont toujours ceux qui sont à la limite. Paul-Henri Mathieu raconte qu'il pleure sur le court, voilà, parce que c'est trop intense, c'est trop dur, parce qu'à un moment donné de sa carrière, il a fallu qu'il fasse recasser sa jambe pour la remettre droite et continuer sa carrière, et on sent bien quand même que cette souffrance, elle est presque constitutive, c'est-à-dire c'est une compagne et en même temps elle fait partie intrinsèque de la personnalité sans doute un peu masochiste du sportif, qui a besoin d'éprouver son corps et d'éprouver son effort et d'éprouver son progrès au travers de cette souffrance-là. Alors après, le tableau clinique, moi je peux pas le faire parce que je suis pas psy. Ce que je vois dans les études, c'est que on décrit dans les futurs sportifs de haut niveau des enfants qui sont un peu dysphoriques, des enfants qui vont rechercher l'équilibre au travers de cette souffrance, au travers de l'activité physique, voire de l'hyperactivité physique, et aussi des enfants et des jeunes qui vont construire leur identité au travers du corps en mouvement. Voilà, parce qu'il faut bien voir
voir que dans des sports qui sont à très grande précocité, c'est toute la personnalité, toute l'identité qui se constitue au travers de cette pratique-là. Évidemment, l'identité au sein de la famille, au sein du groupe, etc. Bon. Mais c'est aussi ce rapport au corps très particulier qui fait que le corps doit être en mouvement, actif, performant, au point que ça puisse envahir d'autres secteurs de la vie que la vie sportive, comme la vie sexuelle par exemple, penser en termes d'efforts, penser en termes de calories, penser en termes de ce qu'on va avoir dépensé, et se penser comme ça, toujours en mouvement et dans une forme d'instrumentalisation du corps, peut aussi conduire à des comportements donc, comme l'anorexie, des phobies, des moments d'immobilité, comme la phobie en avion par exemple. C'est-à-dire que ce corps-là, il doit répondre. Il doit y avoir du répondant. Bon. Alors la souffrance liée à l'excellence, c'est un problème que je me pose depuis longtemps parce que, au fond, la question, que ce soit dans le sport, mais ailleurs, dans la danse, à l'opéra, dans la musique, c'est quel est le prix de l'excellence? Parce que pour reprendre encore une fois l'exemple du tennis, il y a dans le tennis des tableaux cliniques de famille et de parents quand même très inquiétant. Bon, je cite toujours cet exemple qui est maintenant bien connu du petit Américain dont les parents ont traversé l'Atlantique pour aller l'installer dans l'académie à l'époque Mouratoglou alors qu'il avait 4 ans, parce que soi-disant il allait gagner des tournois du Grand Chelem. Les parents ont quitté leur emploi, ils se sont installés dans l'académie. L'enfant de 4 ans a commencé à pratiquer le tennis plusieurs heures par jour. Aujourd'hui il en a 12 ou 13, il a arrêté le sport, il souffre d'obésité, les parents ont divorcé. Bon. Mais combien de ces tableaux-là, dans le sport de haut niveau, ont réussi? Et c'est ça qui est inquiétant. Du père de Mozart au père des sœurs Williams, en passant par le père d'Agassi, il faut quand même lire la biographie d'Agassi, elle est vraiment frappante. La question, c'est qu'il y a de ces tableaux cliniques effrayants. Il y a quand même en tennis des signalements d'enfants pour maltraitance. Bon, il faut quand même le dire. L'inquiétant, c'est que ces tableaux-là réussissent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur combien, on ne sait pas, mais tout en haut de l'échelle, il y a ce type de profil de parents abusifs, c'est-à-dire les sœurs Williams, c'est-à-dire Steffi Graf, c'est-à-dire Monica Seles, c'est-à-dire d'autres un tout petit peu moins connus, dont l'une là vient de faire paraître sa biographie et a été élevée à coups de ceinture depuis son plus jeune âge, etc. Ces tableaux cliniques-là parlent pour des gens qui sont dans les ligues, qui sont dans les clubs, qui ont un enfant qui commence à réussir et sur lequel tout d'un coup se déploie une névrose familiale qui peut englober l'entraîneur éventuellement, qui peut englober tout l'entourage, qui va projeter sur l'enfant cette réussite-là. Ça, ce sont des tableaux qui, à mon sens, sont très inquiétants. Alors que les parents soient accompagnés, oui, ça relève plus de l'éducation, à mon avis, que du simple accompagnement, parce que il y a des cas de figure. Je prends le tennis parce que c'est un sport très particulier de ce point de vue-là, c'est un sport individuel. Donc le joueur se débat avec ses propres problèmes mentaux, notamment dans la durée d'un match de tennis qui n'est pas défini à l'avance. C'est un sport qui fonctionne toute l'année, donc on voyage beaucoup, les gens sont désocialisés, déscolarisés, la famille se met à suivre, donc on a des couples qui se séparent, comme dans la famille Bartoli, en tout cas de fait. On a des gens qui abandonnent leur emploi et qui de fait vont attendre les revenus financiers des contrats que leur enfant va pouvoir décrocher. C'est un sport où on gagne assez vite de l'argent, donc ça crée comme ça une pression. Et en plus, c'est un sport de très grande précocité. Donc c'est un sport qui cumule quand même un certain nombre de risques par rapport à ces tableaux de parents surinvestis, accrochés au grillage, et c'est pas simplement une image, c'est du vécu, accrochés au grillage, accrochés au filet, parce que comme c'est un sport de grande précocité, les enfants qui commencent à faire de la compétition à 5 ou 6 ans ne savent pas compter les points, donc les parents rentrent sur le court et commencent à compter les points. Donc il y a quand même là un certain nombre de risques qui accompagnent cette pratique-là. Avec, évidemment, moi, de mon point de vue, la chose la plus angoissante, c'est que parfois ça marche. Voilà. Et qu'à l'arrivée, on a parfois
évidemment pas tous, heureusement, mais on a des descriptions, des profils, des biographies de champions qui correspondent à ces tableaux cliniques. Et entendre ou lire Agassi dire je hais le tennis, c'est une prison, ou entendre Laure Manodou dire je hais la natation, je trouve que ça interroge sur précisément ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la finalité de l'effort et à quel moment on continue à le faire pour soi et à quel moment cet effort n'appartient plus qu'aux autres. Et à ce moment-là, ce qu'on appelle s'éclater, c'est au sens propre se pulvériser soi-même, hein, d'une certaine façon, et ne plus se retrouver dans cette activité qu'on pratique et qu'on aime à la base. Voilà. Oui, ben, ma question va rejoindre un petit peu ce dont vous avez parlé, sauf que au niveau de la souffrance et du stress, mais sauf que moi je me place plutôt du côté des enfants, des jeunes sportifs que des parents. Et donc dans cette maison, on a tous croisé des jeunes sportifs. Il y a des sports comme la natation, comme la gymnastique, où ils sont pris très jeunes. Bon, le tennis bien sûr, mais on ne les voit pas beaucoup ici à l'INSEP, mais enfin bon... ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Et ces jeunes-là sont très jeunes, sont déracinés, c'est le mot vraiment, par rapport à leur famille. Ils voient leurs parents, des fois, ils peuvent rester 3 mois sans voir leur famille parce qu'il y a l'entraînement, il y a les compétitions, il y a les stages, et ils sont dans des âges assez jeunes. Et autant chez des adultes, les adultes peuvent trouver en eux les moyens de leur résilience. Mais moi, j'ai vu dans cette maison notamment des jeunes comme ça, en plus blessés, victimes de blessures de longue durée. Alors ma question en fait, c'est quels sont les moyens que l'on peut donner à ces jeunes? Comment peut-on les aider? Quelles sont les thérapies qui existent pour aider ces jeunes à refaire surface et à s'en sortir? Je peux répondre, essayer de répondre. D'abord, je suis d'accord avec bien sûr tout ce que vous venez de dire, mais je pense que si on se projette dans 7-8 ans, il faut peut-être aussi changer de modèle. Alors, juste un mot sur Federer, parce que vous n'avez pas parlé de Federer. Federer, il passe 200 heures d'entraînement par an sur un ballon suisse. 200 heures. Alors, il s'entraîne, il souffre, comme les autres, peut-être plus aussi. Mais il arrive à durer longtemps, à avoir une carrière plutôt stable, parce qu'il prend le temps de s'exercer, on va dire, sans contrainte de rendement. Parce qu'il travaille sur le postural, sur l'équilibre. Donc introduire dans l'entraînement des volets de contrôle de ce que l'on fait, des volets où le but n'est pas de faire plus, mais d'être plus stable, d'être moins instable, d'être plus fluide dans ses mouvements ou déplacements, c'est pas très épuisant sur le plan énergétique. Je vais vous donner un exemple sur les marathoniens. Ils s'entraînent énormément, ça échappera à personne. Mais la hauteur de l'entraînement, la hauteur cardiaque de leur entraînement, au-dessus de 90% de la fréquence maximale, ils passent seulement 15% d'entraînement, voire 10% d'entraînement à plus de 90% de la fréquence maximale. Tout le reste, c'est, on va dire, 50 à 60% dans des zones très faibles de hauteur cardiaque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Donc il faut repenser la charge, repenser tout ce qui induit la douleur, etc., par d'autres voies d'accès beaucoup plus rééquilibratrices ou restauratrices. Il faut bien réparer, il faut bien aérer, il faut bien que le corps prenne le temps de s'aérer, on va dire. Voilà. Donc il y a des choses à inventer ou à généraliser, je pense. Et là-dessus, on est au début. On est au début. Par exemple, il y a plein de recherches maintenant pour voir si c'est plus efficace de s'entraîner moins longtemps. Et on est surpris des fois. On est surpris de voir... Alors, je ne parle pas de l'entraînement mental, de l'entraînement augmenté par toutes les scènes virtuelles d'entraînement, etc., qui peuvent remplacer certainement beaucoup de souffrances. Donc voilà, un petit peu les pistes sur lesquelles il faudrait essayer de réfléchir. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions sur l'effort, la souffrance et les voies? Pardon? S'ils sont... Alors, oui, mais je pense que s'ils sont... Non, je pense qu'il faut raisonner autour d'une chose. Ceux qui vont réussir seront ceux qui se seront arrêtés le moins. Donc il faut avoir ça tout le temps en tête. C'est-à-dire que si vous
si vous courez après la quantité d'entraînement, le jeune va s'arrêter 3 jours, 4 jours, puis après il va reprendre, puis il va se reblesser, puis il va se réentraîner 3 jours, 4 jours. Donc il faudrait se donner du temps au temps, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fragile doit s'arrêter, franchement, faire autre chose, faire des choses non agressives et s'arrêter le temps nécessaire. Ça, je pense que avec les jeunes, c'est une règle, ça devrait être une règle d'or, on va dire. Voilà. Donc on est blessé, le temps de se réparer, on va dire. Vraiment. Puis on se rentraînera quand on pourra. Je donne un exemple, par exemple, sur l'Auvergne quand il était ici. Ma question c'était qu'est-ce qu'on peut leur donner comment peut-on aider ces jeunes qui sont déracinés, qui sont stressés et qui en plus parfois sont blessés. Voilà. Donc comment peut-on les aider ici, par exemple dans la maison, qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme aide sur le plan psychologique, sur le plan... je pense qu'il y a ça existe. Oui, il y a une assistance d'aide à l'entraînement. Non, ça existe, mais je ne suis pas spécialiste des services de la maison, mais ça existe, oui. Ça existe. Voilà. Il y avait une question ? Oui. Je suis très intéressé par tout ce que vous dites parce que je suis accompagnateur de la performance, donc labellisé par l'INSEP. On est un petit peu la dernière bouture de tous les staffs qui entourent les athlètes. Et moi, il y a quelque chose qui me heurte parce que j'arrive un peu au même constat, effectivement, sur le côté très dur, sur la base de tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, avec le renforcement par la douleur, ce rapport à la douleur. Et en même temps, en ce moment, je milite pour l'accompagnement des jeunes dès qu'ils entrent dans des cycles de formation, centre de formation, ou en tout cas d'entraînement intensif précoce. Et il y a un moteur qui me paraît important. Alors on parlait du tennis. Oui, il y a ceux qui ont souffert, ceux qui sont brisés pour se reconstruire, et les Thomas Muster, il y en a eu énormément. Et à côté de ça, on a un Djokovic qui souligne une chose importante, c'est la notion de plaisir. Le plaisir dans le sport, parce que c'est quand même l'essence de la motivation. Et là, dans tout ce que vous dites et qui est observable, Isabelle, il y a ce côté, cet ancien entraîneur d'une université californienne qui entraînait des nageurs et qui disait des champions c'est comme un panier d'œufs, vous les balancez contre le mur, ceux qui tomberont par terre intacts seront des champions. Là on est sur des champions one shot. Laure Monodou, c'est quand même une carrière extrêmement courte par rapport à la renommée qu'elle peut avoir, et les champions longue durée sont quand même très axés sur le plaisir. Alors ce plaisir, comment on le situe dans l'entraînement et comment est-ce qu'on peut justement l'articuler et l'entretenir ? Alors, juste un mot aussi sur la différence entre, justement, dans les carrières assez longues, Djokovic ou Federer, entre le discours, le storytelling et la réalité. Tous ces champions qui ont réussi racontent aussi une histoire. Et celle de Djokovic, je la connais pas plus que ça, mais c'est aussi un enfant qui est né pendant la guerre en Europe centrale. C'est le seul de sa famille, de ses 3 frères, à qui les parents donnaient les steaks parce qu'ils n'avaient pas de viande pour tout le monde. Il s'est quand même construit avec le couteau entre les dents. Il s'amuse, c'est sûr. Mais on ne peut pas dire que d'un bout à l'autre d'une carrière comme ça, le plaisir est l'unique vécu. Alors après qu'on raconte, voilà. Après, on raconte son histoire parce qu'on a réussi. Il y en a d'autres qui ont fait ça. Noah l'a fait. Il a raconté une autre histoire peut-être que celle qu'il a vécue. En tout cas, lui seul le sait. Il faut aller voir. Voilà, comment ça se passe et jusqu'à quelle limite, à quel moment, quel discours on entend dans la proximité de ces entraînements, de ces entraîneurs, etc. Il est évident que quand on veut prolonger, voire renouveler sa carrière, comme le fait Federer, qui est quand même un cas à part, parce qu'il a aussi des facilités qui font que son jeu n'est pas trop heurté de manière à ce qu'il se blesse peut-être moins que d'autres, mais quand on prolonge sa carrière, on passe aussi en 15 ans de l'état d'enfant à l'état d'adulte, avec, comme tout un chacun, dans un processus qui pour eux est très accéléré, la nécessité de mûrir, de grandir, d'évoluer, voilà. Alors qu'à un moment donné, quand tout est gagné, on puisse dire qu'on pratique pour le plaisir.
Oui, certainement, et certainement que c'est le moteur, c'est adorer jouer à son jeu-là. Mais ça n'est pas le vécu exclusif, même en entendant Nadal qui aime le jeu, on ne peut pas en douter. Et tous les jeux, a priori, pas que le tennis, la douleur, la souffrance, son oncle qui dit « tu es né pour travailler », bon, ça laisse augurer quand même d'un vécu quotidien qui n'est pas dans le seul plaisir. Voilà, il y a le discours, il y a l'image, il y a l'histoire qu'on raconte, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit celle d'un sport aussi. Voilà, je me rappelle que dans les années, le discours du surf à ses débuts en France, c'était vraiment de ne pas être un sport, de n'être que du plaisir. Bon, tout un chacun qui s'est essayé au surf sait très bien qu'au début, c'est quand même pas que du plaisir, comme le tennis d'ailleurs. Bon, c'est des sports avec des apprentissages, etc. Donc il y a le discours. Le discours est important, ce qui construit aussi l'identité d'un sport. Et puis il y a le vécu compétitif. Et le vécu compétitif, c'est que si on n'en fait pas plus, mieux, plus longtemps que les autres, à un moment donné, pour se démarquer, il n'y a que ça. Quand tout le monde est au top, il faut encore trouver quelque chose pour se démarquer. Voilà. Et ce quelque chose, c'est, comme Nadal, une résistance hors pair à la souffrance, c'est comme d'autres, hein, pas que lui. Je pense que là, dans ceux qu'on vient de voir au Masters de Londres, il y en avait plusieurs qui n'étaient pas très frais, hein, et qui étaient sous anti-inflammatoires. Donc, voilà. Merci. Si vous voulez, on peut passer sur le deuxième temps. Il y a une question, pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Du coup, vous avez l'air de dire que la souffrance est incontournable dans la production de la performance, c'est-à-dire dans la carrière d'un sportif. Mais du coup, alors, la question, c'est est-ce que vous considérez que la douleur, ça s'identifie et correspond toujours à la souffrance, ou est-ce que c'est deux choses qui sont séparées? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si on veut être très précis, là on parle de douleur. C'est-à-dire, voilà, un genou qui... Nadal a dit, là, quand même, la semaine dernière, qu'il n'y avait pas un jour de l'année où il n'avait pas mal. Donc c'est quand même significatif. Bon. Alors cette douleur-là, vous avez raison de le dire, se distingue de la souffrance. Ce qu'on appelle la souffrance, c'est un état plus généralisé qui se focalise finalement sur une douleur qui commence à envahir tous les aspects du quotidien. Vous avez raison. Bon. Mais alors, si on prend le cas des gens qui, une fois blessés, du coup s'arrêtent, sont isolés, sont à l'autre bout du monde, sont loin de leur famille, etc., la douleur focalisée, elle devient assez vite une souffrance, ou en tout cas, elle peut devenir une souffrance généralisée. Et le dépassement de cette souffrance, pour des jeunes sportifs, fera souvent partie du lot. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont rentrer chez eux, ceux qui n'en peuvent plus. Il y a ceux qui vont pouvoir traverser cette étape-là. On en connaît, hein, dans ceux qui sont au top niveau aujourd'hui dans différents sports, qui racontent bien, à un moment donné, ce qu'on appelle une traversée du désert, etc. Donc là, c'est plus qu'une douleur, c'est une souffrance. Quand ils passent au travers et qu'ils réussissent, ils la réintègrent dans leur histoire personnelle. C'est ce que j'appelais tout à l'heure pouvoir ressaisir son effort pour lui donner du sens. Bon. Nietzsche dit effectivement tout ce qui ne tue pas rend plus fort, je serais tenté de dire ou pas. Il y a des choses qui détruisent vraiment. Voilà. Parce que du coup, la souffrance, c'est l'effet de que quelque chose tient les sportifs loin du moi idéal qui avait réussi quasiment à atteindre. C'est ça en fait. C'est pas j'ai mal à l'épaule, je peux pas nager, donc je peux pas être que je voudrais être, ce que je devrais être. C'est ça qui provoque ma souffrance, c'est pas la douleur en soi. Voilà, la souffrance, c'est quand tous les aspects de la vie sont envahis par cette douleur et que finalement il y a un mal-être aussi généralisé qui s'installe et qui va affecter la vie relationnelle, la vie scolaire, etc. Là, effectivement, il y a une souffrance. Ouais. La douleur, ça peut être très ponctuel. Mais quand les douleurs s'éternisent, comme chez certains, c'est quand même difficile de vivre avec une douleur quotidienne. Hein. Bon. Donc là, effectivement, le risque de la souffrance est présent, a fortiori chez des gens très jeunes. Merci. Merci. Alain, tu voulais la parole? Oui, moi
je crois que le sport, c'est une formidable école de la vie. Donc, il y a de l'effort, il y a de la souffrance, il y a du plaisir, il y a des obstacles, il y a des projets. Bon, c'est une école de la vie, le sport. C'est une formidable école de la vie. Et je voudrais pas que... En tout cas, je ne partage pas le point de vue que le sport de haut niveau et le sport de très haut niveau est aussi négatif qu'il est parfois présenté. Je ne partage pas du tout ce point de vue-là. Chacun trouve sa solution dans la vie. Il y a des solutions plus ou moins bonnes. Il y a des solutions pour lesquelles on a le sentiment que c'est peut-être dommage qu'il ne se passe pas les choses autrement. Il y a des moments qui sont plus ou moins difficiles. Mais je crois que le sport est quand même un formidable moteur de la vie. Alors pour certains, ce moteur s'emballe, c'est vrai. Pour certains, ce moteur se grippe. Pour certains, il est arrêté par des circonstances externes. Vous évoquiez l'idée des blessures et des bobos plus ou moins importants. C'est vrai. Mais je ne voudrais pas quand même qu'on donne de ce sport l'image que c'est la souffrance, que c'est la douleur, que c'est... ça ne me convient pas en tout cas. Alors pourquoi ça ne me convient pas ? Parce que je crois que, et là je vous rejoins tout à fait, il faut faire la différence entre ce qui est écrit et ce que même écrivent les sportifs eux-mêmes, puisqu'ils vivent. Ils vivent aussi beaucoup de satisfaction, hein. Beaucoup de satisfaction. Il y a beaucoup de je dis pas de plaisir, mais de satisfaction dans ce qui est vécu. Et que une fois de plus, dans la vie, ce qui est le plus difficile à vivre, c'est le pessimisme. Et que ça se communique, le pessimisme. Alors, je ne parle pas de la particularité française, mais en général, ça se communique. Et que je serais assez sensible au fait de ne pas être trop pessimiste avec les sportifs de haut niveau. Dès le plus jeune âge, de leur montrer combien ce qu'ils trouvent dans le sport, on est là aussi pour mettre des limites, mais ce qu'ils trouvent dans leur sport, ils peuvent en faire vraiment une réalisation de leur existence, et ça peut donner du sens à leur vie. Et s'ils ne trouvent pas ça, ou ceux qui ne trouvent pas ça, alors en effet, ils vont tomber dans des addictions, ils vont tomber dans un masochisme excessif. C'est vrai, c'est incontestable. Je crois, en effet, on peut tout à fait dire ça. Mais je crois aussi qu'il faut dire combien, pour beaucoup, depuis des générations et des générations, ont pu, grâce au fait qu'ils sont devenus des sportifs de haut niveau, et même de très haut niveau, ont pu avoir le sentiment qu'ils avaient réalisé leur vie. Faut savoir quand même parler aussi de Kili, il faut savoir parler de ceux qui ont transformé, après le sport, leur existence dans une réussite tout à fait satisfaisante pour eux, j'imagine, et satisfaisante pour le collectif. Et que ça, moi je serais mal à l'aise si on donnait de l'image du sportif de très haut niveau une image trop négative. Alors c'est vrai que mon métier cherche plutôt à essayer que les choses aillent bien, c'est normal. Mais je crois vraiment que ça peut donner à certains une solution. C'est quand même pas par hasard. C'est vrai qu'il y a eu des histoires apparentes en tout cas, des histoires qui peuvent être chez des très grands sportifs, des très grandes réussites sportives, qui peuvent être liées à des traumatismes de l'enfance, à des maltraitances, à des difficultés importantes. Mais ils ont trouvé là une solution. Ils ont trouvé une solution qu'ils n'auraient peut-être pas trouvée autrement.
qu'ils n'auraient peut-être pas pu trouver autrement. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, parce que ce n'est pas le fait qu'ils ont été petits, mal élevés, ou qu'ils ont été dans la guerre, etc. Ok, c'est vrai. Et qu'ils ont sûrement pu, par le sport, aller peut-être dans un excès pour se sortir de ça. Je suis tout à fait ça, c'est vrai. Mais en même temps, ils en sont sortis. Ça a été leur solution. Et ça, je trouve qu'on n'est pas, en tant qu'adulte, éducateur au sens très large du terme, on n'est pas dans une attitude qui m'apparaîtrait, à moi en tout cas, suffisamment dynamique pour être trop pessimiste sur ces sportifs de très haut niveau, même s'il y a des problèmes de temps en temps. Moi, je suis favorable à l'effort, je suis favorable à la compétition. Je vois tellement de jeunes qui ne sont pas compétitifs. Vous ne pouvez pas savoir la difficulté qu'ils ont dans la vie. La compétition, c'est un moteur de la vie. Alors, évidemment, poussé à l'extrême, ça peut être, on peut tomber dans le mot idéal, c'est sûr. Mais je trouve que la compétition, ça donne du sens à la vie. La compétition, c'est pas l'agression, c'est l'agressivité sublimée. Eh bien ça, c'est quelque chose, au fond, qui rend heureux dans la vie. C'est ce qui permet justement de se sentir en relation à l'autre, dans une possibilité d'exercer ses propres compétences. Donc, attention, enfin, je dis ça maintenant parce que je ne voudrais pas qu'on tombe dans le négativisme. Je sais qu'on est en France, je sais que ceci, je sais que cela, je sais que dans d'autres pays, c'est poussé à l'extrême le côté positif. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Mais je crois qu'il vaut mieux être positif que négatif. Vous voulez la parole, Isabelle? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que vient d'être dit par Alain? Des précisions? Oui. J'ai vu comment dirais-je, essayer d'aborder. Il y a une expression et accomplissement, c'est possible pour une de Madame Keval qui a dit le sport de haut niveau est l'éprouvette du social. Alors ça m'intéresse assez parce que finalement elle dit le sport de haut niveau cristallise les tendances sociétales poussées à l'extrême. Donc, après, vous l'avez développé, etc. Et à l'inverse, M. Braconnier dit presque le sport anticiperait le social. Enfin, il y a deux démarches un peu, je dirais, totalement pas opposées. Le sport reflet de la société, qu'il cristallise les formes les plus graves. Et à l'inverse, M. Braconnier qui nous dit non, ça construit un autre social, ça peut faire un autre social. Et voilà, c'est une question qui m'intéresse beaucoup du point de vue de la problématique générale sur le sport. Moi, je pense que les deux ne sont pas contradictoires. En réalité, on peut très bien vouloir étudier quelque chose à partir d'un prisme particulier. Et il me semble, en l'occurrence, que le sport de haut niveau permet d'étudier un certain nombre de phénomènes. On parle du dopage. On pourrait aussi évoquer la question d'une société dopée, ou en tout cas qui verse dans l'attitude dopante. Bon. Partout, on entend que c'est en consommant des bons produits, en consommant des vitamines, en consommant des produits enrichis en quelque chose qu'on va être plus performant dans son quotidien. Bon, c'est un exemple. Et effectivement, on focalise sur le sport la question du dopage, alors que cette question plus large des attitudes dopantes, des addictions, etc., elle est sociale. Bon. Donc ça c'est un point. Dire que le sport peut être avant-gardiste, c'est pas contradictoire. Dire que le sport peut être un moteur pour la société, bon, espérons que Paris 2024 va concrétiser ce que les uns et les autres ont investi sur ce projet-là. Bon. Mais aussi un moteur pour la vie de l'individu, c'est pas contestable. Les deux positions sont pas contradictoires. C'est pas parce qu'on dit qu'on va étudier le sport comme une éprouvette du social que le sport est un après-coup de la société. Non, c'est à un moment donné, dans cette contemporanéité avec la société,
une fenêtre qui permet de comprendre des choses. C'est pas un reflet, c'est une petite fenêtre qui permet d'ouvrir sur un certain nombre, en l'occurrence, de pratiques extrêmes. Et encore une fois, je suis frappée par l'absence de contre-discours à la performance dans le sport, et évidemment pour cause, alors que dans la société, des contre-discours existent. Et le fait de dire que c'est une éprouvette du social ne veut pas dire qu'on est dans l'après-coup, c'est-à-dire que le sport serait un petit peu à la traîne de ce qui se passe dans la société. Non, il est aussi avant-gardiste. Il est aussi avant-gardiste, ne serait-ce que parce que parfois on pourrait penser que le sportif de haut niveau est un prototype aussi. Il y a aussi, on entend bien ce discours aussi critique de ceux qui disent, voilà, sur le plan des biotechnologies, le sportif de haut niveau est un prototype. C'est presque du futurisme, c'est presque imaginer qu'on va vers... bon, c'est un autre champ de la réflexion, mais... donc je pense que si c'est ça que vous avez entendu entre nos deux interventions, moi je ne vois pas ça du tout comme contradictoire. Le stress, le fait d'être négatif ou pessimiste, ne serait-ce le résultat d'une construction malsaine des enjeux et des attentes autour de la personne? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me stresse en vrai juste avant une course? C'est comment je vais être regardé, je vais échouer, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va penser mon coach? Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Qu'est-ce qui va penser tout mon entourage? Ne serait-ce le résultat du regard de l'autre au final? Absolument non. Absolument non. Pourquoi je vous dis absolument non? C'est moi qui dis absolument. C'est pas moi. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est les études qui l'ont montré. En psychologie, on distingue ce qui est le locus externe et le locus interne. C'est-à-dire la manière dont se représente ce qui vous arrive par rapport à l'extérieur ou par rapport à ce qui vient de vous. Il y a des personnes qui sont plus en fonctionnement locus externe, c'est-à-dire qu'ils attribuent ce qui leur arrive surtout à ce qui se passe autour d'eux. Et puis il y a des personnes qui pensent différemment, que ce qui leur arrive, c'est lié à eux. Et l'optimisme est lié, ça a été étudié tout ça, parce qu'on sait évaluer, on sait bien évaluer maintenant ce qu'est l'optimisme, ce qu'est le pessimisme, etc. à travers des questionnaires. Bon. Et l'optimisme est lié à un locus interne. C'est-à-dire, ce sont les sujets qui sont capables de se dire « c'est par moi que je vais y arriver ». C'est pas ce qui va être ce que va me dire un tel, ce que va... Alors, ça ne veut pas dire que c'est du tout ou rien, hein. C'est jamais le tout ou rien. Quand c'est tout ou rien, c'est pas bon d'ailleurs. Mais ça veut dire qu'on accorde plus d'importance au regard de l'autre, au regard qu'on a sur soi. Et que le regard... Et ça dépend des tempéraments, des caractères, c'est comme ça. Et que le regard qu'on a sur soi est quelque chose qui pousse plus à être plus optimiste, donc à être moins stressé, que le regard qu'on pense que les autres ont sur vous. Et alors on va dire que la construction malsaine, elle commence bien avant la compète, bien avant l'entrée dans le sport. Parce que là, vous me parlez d'une condition où l'être humain, il est déjà formé. Il est formé pour avoir une perception tout à fait interne, si j'ai bien compris vos termes, ou externe par rapport à ce qui lui arrive. Tout à fait. Ça rejoint la question de l'éducation, c'est-à-dire que, et ça rejoint la question du contexte culturel ou social, ça rejoint que, et ce que disait Mme Carval, c'est-à-dire qu'on est dans une société, en particulier en France, où dès le plus jeune âge, quand l'enfant rentre de l'école, qu'est-ce que va regarder le parent? La mauvaise note. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que tu as fait? Alors qu'ils ne veulent absolument pas le dire. Et ensuite, regarde, ah bon d'accord, mais français, tu pourrais quand même faire mieux. Voilà. Alors aux États-Unis, c'est l'inverse. Alors on est sans doute dans deux excès, mais il y a eu des études qui ont été faites sur les enfants et les adolescents qui étaient plutôt un peu déprimés. Et maintenant, il y a des méthodes qui, une fois de plus, ne sont pas encore utilisées en France, ça arrive, qui permettent justement d'apprendre aux parents et aux enseignants à apporter à l'enfant plutôt un mode de pensée qui est un pensée qui spécifie le problème et non pas qu'il généralise, un mode de pensée qui fait qu'on se sent efficient. Dire à un enfant, tu as une bonne note, je suis content, tu as une bonne note. Non. Je suis content que tu as une bonne note, toi tu dois être drôlement content parce que c'est toi qui l'as eu. Ça change tout.
Et que c'est ça l'éducation qui amène à être plus optimiste que pessimiste. Et ben, c'est prouvé maintenant. Hein. Question. Comment les entraîneurs peuvent aider les athlètes à avoir la confiance en eux-mêmes? On parle beaucoup de la confiance en soi. Alors la confiance en soi est un autre père au fond. C'est intéressant parce qu'on croirait que les optimistes sont beaucoup plus confiants en eux. Et ça ne va pas toujours ensemble. On peut avoir confiance en soi sans être forcément optimiste, et on peut ne pas avoir confiance en soi et être plutôt quand même optimiste. Donc c'est deux dimensions un peu différentes psychologiquement. Mais à ma connaissance, là, il n'y a pas d'études là-dessus, mais je crois que pour avoir confiance en soi, il faut permettre tout simplement au sujet d'avoir une représentation de ce qu'il est et de ce qu'il fait, qui est une représentation suffisamment objective, réaliste, mais en même temps allant plutôt dans le sens du positif. C'est ça la confiance en soi. Et ça aussi, ça s'acquiert des tout petits, hein, avec le bémol qu'il y a probablement des tempéraments qui sont plutôt d'un côté, plutôt de l'autre. Et une fois de plus, c'est ce qui m'amène à penser que chacun doit trouver sa solution et que le sport en est une qui m'apparaît tout à fait fondamentale. Donc, pour l'entraîneur, le coach, permettre aux joueurs de se représenter que ce qu'il a fait, qui est plutôt négatif, c'est à un moment donné, sur une chose donnée, et de lui permettre de comprendre que ce qu'il a fait de positif, c'est une chose qui peut généraliser et qui va se poursuivre. Ne pas se tourner vers le regret, se tourner vers ce qui est, une fois de plus, un avenir qu'on peut envisager comme favorable. Qu'il n'est pas forcément. Sauf dans les situations où il vaut mieux être un peu prudent. Si je vous dis ça, c'est uniquement avec ma grille psychologique, mais ma grille psychologique, c'est pas des choses qui viennent de nulle part. Hein. C'est des études qui maintenant sont... Il y a plus de 2000 ou 3000 travaux là-dessus. Hein. Et je trouve que ça serait intéressant dans le domaine du sport, c'est peut-être fait d'ailleurs, hein, mais ça serait intéressant dans le domaine du sport de les connaître, ces travaux-là, parce que vraiment ça permet quand même de faire en sorte que ces jeunes qui sont en plus de haut niveau aient ce petit plus qui fasse qu'ils ne se découragent pas à l'occasion d'un échec. Il y a des découragements, hein, on le sait tous. Il y a des découragements qui sont liés à des blessures. Ça casse, hein. Et bien là, il faut essayer que, pour repartir, il faut essayer d'avoir un minimum d'optimisme. Est-ce qu'il y a des questions autour de ce qui vient d'être dit, ou on enchaîne sur une autre notion? Sur l'accomplissement? Pardon? Oui, sur l'accomplissement. Je pense que, vu ce qui a été dit, on peut peut-être aborder cette notion, voir ce que vous en définissez, voir comment est-ce qu'on peut concilier dépassement et accomplissement. Je pense qu'on peut concilier accomplissement et dépassement dans la mesure déjà où le dépassement va servir l'accomplissement. Bon, la définition de l'accomplissement, c'est quand on a fait un effort qui prend son sens. Voilà. C'est-à-dire que même si on a éventuellement échoué, même si on n'est pas allé au bout, on arrive à resituer ce qu'on a fait dans quelque chose qui a du sens pour soi. Voilà. Il y a effectivement des échecs, il y a effectivement des douleurs, il y a des ruptures, et ça fait partie de la vie, comme le disait Alain Braconnier. Bon. Mais cette manière de pouvoir se réapproprier ce qu'on a vécu, à mon avis, ça donne une possibilité de s'accomplir. Là où s'accomplir et se dépasser deviennent antagonistes, c'est quand effectivement ce dépassement ne trouve pas de limite, ne trouve plus de sens, se confond avec un arrachement, se confond avec une souffrance permanente, et où finalement on s'éloigne de soi.
Bon. Alors ça, c'est facile à dire, en tout cas c'est plus facile à dire quand on est un adulte que quand on est un enfant. On parle beaucoup du projet du sportif, il a un beau projet, Bon, quand c'est un enfant sportif ou un très jeune adolescent, c'est difficile d'avoir un projet autre que de dire j'adore ce sport, je veux être un champion. Bon. Le projet, à mon avis, pour les entraîneurs et l'entourage, c'est une capacité à permettre à l'enfant ou à l'adolescent de travailler sur des représentations. Parce que le stress, l'angoisse, etc., ce sont des représentations. Des représentations du passé, de ce que j'ai déjà fait, de ce que j'ai loupé, de ce que je voudrais refaire, de ce que les autres attendent de moi, etc. Or, ce travail sur les représentations, me semble-t-il, il se fait au présent. Bon. Et ce présent-là n'est pas évident dans la mesure où la performance sportive nous projette toujours dans le futur. C'est-à-dire, je travaille pour dans 3 mois, je travaille pour la prochaine saison, je me prépare pour les Jeux Olympiques. C'est très loin les Jeux Olympiques. Bon. Donc il faut constamment, d'une certaine manière, faire fi, dénier le présent pour être dans une projection, et cette projection-là, elle est forcément anxiogène. Si on redonne un peu d'épaisseur au présent, en travaillant sur des choses, en décomposant les choses, en ayant une démarche analytique sur ce présent, c'est-à-dire le présent de l'entraînement, le présent de la performance, mais aussi tous ces liens qui se tissent dans la vie de l'adolescent avec les autres, bien sûr, avec la scolarité, avec ses pairs qui ne sont pas des sportifs, avec la famille, reporter l'attention, enfin porter à nouveau l'attention sur des choses extrêmement concrètes, extrêmement présentes, qui permettent de maintenir tous ces liens, c'est-à-dire de tisser un tissu au sein duquel le sportif champion va pouvoir se déployer. Parce que cette projection vers la performance et la préparation sportive en général tend à finalement balayer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui pour essayer tout le temps d'être projeté vers demain. Et moi je pense qu'il y a un danger dans ce sens-là. Donc bien que n'étant pas du tout psy, je dirais que cette gestion collective, parce que c'est quand même un collectif du stress individuel, ça peut être ce travail au présent sur des représentations. Dire voilà, aujourd'hui il y a cet entraînement, très bien, il est réussi, il est raté, bon, t'as déjà fait mieux. Mais en même temps, aujourd'hui il y a eu autre chose. Il y a eu des discussions que tu as pu avoir avec un tel, je sais pas, à la cantine, là. Il y a ce coup de téléphone que tu as pu donner à ta famille, il y a tes devoirs que tu as fait, etc. C'est toujours retisser le lien de ce qui constitue le présent pour éviter d'être dans cette obsession de l'échéance. Parce que ça, c'est quand même une tentation du sport ou un risque d'être toujours finalement dans une projection vers le futur qui est parfois, dans certains sports, c'est de Jeux Olympiques à d'autres Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment très très long à l'échelle d'un adolescent ou d'un jeune adulte. Et être capable de réinvestir le présent, ça me semble une piste possible. Voilà. Et donc, à la fois de lutter contre le stress, mais aussi de pouvoir s'accomplir en disant, voilà, je ne sais pas si je serai champion olympique, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis dans ce cheminement-là. Et ce cheminement-là, c'est pas rien. C'est-à-dire que même si je rate, ça ne sera pas rien, il en restera ça. J'ai existé aujourd'hui, voilà, j'ai fait des choses, je me suis entraînée, etc. C'est Montaigne qui relatait cette petite conversation en disant aujourd'hui je n'ai rien fait, voilà, comme un constat d'échec. Et Montaigne répond mais n'avez-vous donc point vécu? Bon. Donc je trouve que dans le sport on perd parfois de vue qu'il y a un présent et un vécu qui existeront quoi qu'il arrive, y compris si dans 2 ans, 4 ans, 8 ans, 7 ans, il y a un échec au bout. Voilà. Si je peux me permettre, on parle de chemin, cheminement, tout ça. Je pense que c'est important de bien différencier le chemin que l'on fait et le but où on va. C'est-à-dire que trop souvent, les entraînements sont des réductions miniatures du résultat qu'on veut atteindre. Donc ça, c'est destructeur à fond, parce que en fait, ce qui compte, c'est comment on s'y prend pour cheminer. Et c'est ça. Et les grands entraîneurs disent ça. C'est le cheminement qui compte
Et c'est ça qui est le plus important, plus que le résultat. Donc ça, c'est une notion qui n'est pas assez développée dans l'entraînement. C'est-à-dire qu'on répète et on refait ce qui va se passer en compétition. Au lieu d'aborder les problèmes, on veut les aborder de front. Et quand on aborde tout de front, où on gagne, on perd. Il n'y a pas d'autre solution. Alors qu'on peut négocier la façon de cheminer vers une meilleure performance. Je pense que c'est important, cette notion-là. C'est très, très important. Et ça, je pense que ça fait partie de ce que vous disiez là sur l'accomplissement. C'est prendre le temps de poser les choses, d'avancer pas à pas, d'exploiter les opportunités qui se présentent. Et aujourd'hui, les bons entraîneurs, ils passent énormément de temps à discuter avec les je connais bien le cas des basketteurs, hein, discuter. Ils discutent hors entraînement, j'entends, hein, mais énormément de temps. C'est-à-dire que la technique, c'est rien du tout, en fait. Transmettre des techniques, c'est pas grand-chose. Mais ce qui compte, c'est arriver à ce qu'elles soient incorporées. C'est-à-dire qu'elles rendent service et qu'elles facilitent l'étape d'après, la marche d'après. Donc là, je pense qu'il y a des réflexions à pousser, et des pratiques, et surtout, parce qu'il y a des pratiques à mettre en œuvre pour ça. Et les entraîneurs parlent, les mauvais entraîneurs, entre guillemets, mais ils parlent beaucoup à l'entraînement et pas assez après l'entraînement. Ils s'y prennent à l'envers. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces dernières réflexions ? Guillaume, du coup, étudiant en master ici, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je pense que concrètement, un des rôles de l'entraîneur aussi, c'est d'intégrer le sportif dans la programmation, dans la planification des séances, et pour qu'il puisse vivre au jour le jour l'entraînement et comprendre pourquoi on fait ça à tel moment, et c'est de l'impliquer à l'intérieur de notre planification. Et je pense que c'est une des solutions, en tout cas, qui me semble importante à utiliser. C'était pas vraiment une question, mais plutôt pas une solution, mais j'appuie en tout cas votre discours. Je crois que les notions importantes, donc ce que vous dites, c'est l'appropriation du projet. Bon, il y a des âges différents chez les sportifs de haut niveau, et puis il y a aussi des entraîneurs qu'on voit tous les jours à un certain niveau, puis d'autres qu'on voit pas tous les jours. Donc tout dépend aussi du degré d'implication de l'entraîneur dans la vie quotidienne de son athlète. Mais je crois qu'au-delà de cette appropriation du projet, qu'on pourrait, alors vous dites incorporer. Bon. Oui, incorporer, c'est par le corps, et subjectiver, c'est par l'esprit. C'est-à-dire qu'on est capable de faire sien ce projet-là. Je crois qu'au-delà de cette solution que vous donnez, il y a aussi la possibilité de temps en temps de faire un pas de côté et de dire oui, et alors en dehors de l'entraînement, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Voilà. Parce qu'il y a la vie aussi. Voilà. Et ça, je crois qu'à un certain niveau de pratique et d'intensité, d'investissement aussi qui est nécessaire, on risque d'oublier qu'à côté, il y a aussi d'autres choses. Et je pense que ce lien, alors c'est pas toujours facile, il y a des sports où c'est pas facile, de par le nombre d'heures qu'on doit passer tous les jours dans la pratique, il y a des environnements qui sont plus propices que d'autres, mais cette capacité à mettre un pas de côté, voilà, en disant, voilà, si tu donnais un point positif de ce que tu as fait aujourd'hui, pour en revenir sur l'optimisme, et que ça ne soit pas l'entraînement, justement, aujourd'hui, ça pourrait quand même être autre chose. Et je pense que ça peut être, de temps à autre, le rôle de l'entraîneur, de dire oui, et à côté, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour montrer que l'individu n'a pas comme ressource unique le fait d'être un sportif, quoi qu'il advienne. De toute façon, ça n'occupera pas toute sa vie. Un sportif de haut niveau, voilà. Donc donner ce potentiel de ressources, sans doute dès le plus jeune âge, de comprendre qu'il y a aussi des choses à côté. Voilà. Par rapport à ce que vous dites, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il n'y a pas de projet, au fond, sans un objectif et sans une programmation pour y arriver. Et qu'il faut les deux, au fond. Il faut à la fois prendre en compte quand même qu'il y a un objectif qui peut être plus ou moins stressant
et qu'il y a en effet une programmation pour arriver à cet objectif. Ce à quoi ça me fait penser, ça va nous éloigner beaucoup, mais peut-être nous rapprocher de la fin de cette séance. Il y a eu des travaux sur les restaurateurs. Les restaurateurs, le matin, ils ont un nombre de repas dont ils ignorent le nombre et les différents plats qui vont être choisis par les clients. Mais ils ont un objectif qui est de servir des clients et une programmation pour arriver à cet objectif, avec des degrés d'inconnu. C'est-à-dire que la programmation, si elle est trop ficelée, est-ce qu'elle répond vraiment à la possibilité d'atteindre l'objectif? Il faut qu'elle soit suffisamment construite, mais pas trop ficelée. Et je pense qu'il y a parfois des entraîneurs qui ficellent trop les trucs, qui sont trop, je dirais, oui, qui ficellent la programmation. Parce que l'objectif nécessiterait que tac, 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 tac. Le problème, c'est qu'on ne prend pas suffisamment en compte l'inconnu et qu'on ne prend pas suffisamment en compte ce que disait Mme Carval, c'est-à-dire ce qui est présent au moment où par exemple, l'entraînement se fait, il y a d'autres choses qui se passent autour, etc. Mais il faut une programmation et il faut un objectif. Et que l'objectif, il ne faut pas le dénier. C'est d'être le meilleur. Et il y a un autre élément qui joue peut-être aussi, c'est que plus on monte dans l'échelle de la réussite, plus on est seul. Et que ça, c'est vrai dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y a aussi une représentation qu'on est, certes, dans une communauté, dans un groupe, mais que peu à peu notre élitisme, osons le mot, nous isole. Et qu'il faut essayer de garder quand même pour ceux qui sont au plus haut niveau, la possibilité qu'ils ne se sentent pas seuls. Ça, je crois que c'est important. Et dans la programmation, il faut prendre en compte tout ça. J'aurais tendance à penser ça. Mais qu'on ne peut pas distinguer programmation et objectif. Enfin, qu'on ne peut pas distinguer. Qu'on ne peut pas être uniquement dans l'un ou uniquement dans l'autre. Il faut absolument qu'il y ait les deux. Ça me semble... Il me semble que c'est un peu ce que vous disiez. Est-ce que vous considérez que la fin de carrière d'un sportif de haut niveau, qu'elle soit aboutie ou pas aboutie, comme une petite mort? Moi, je ne dirais pas une petite mort, parce que la petite mort, ça a parfois des connotations de jouissance. Mais je dirais que c'est un deuil. Ce qui était n'est plus. Nous avons, en tant qu'être humain, à nous confronter, pas seulement au deuil d'une personne qu'on aime, mais toute notre vie, nous avons à nous confronter à des renoncements. Alors, comme disait Mme Carval, quand on est enfant ou jeune adolescent, on ne se représente pas bien la dimension du temps, la dimension de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé, etc. On est plus facilement dans l'instant. Mais un sportif de très haut niveau qui s'arrête ou doit s'arrêter, subit ou agit, bien que ce soit quand même pas la même chose, de toute façon c'est un deuil. Et c'est un deuil utile. Le problème, c'est que ce n'est pas un deuil. C'est pas que ça soit un deuil. C'est pas que ce qui était n'est plus et qu'il faut faire avec. C'est qu'il faut transformer les choses de telle façon qu'on transforme ce qu'on a été en autre chose. Dans un deuil, eh bien, peu à peu, on en sort parce qu'on a de nouvelles rencontres ou on investit d'autres choses, etc. Bon. Eh bien, c'est pareil. Alors, il y en a qui vont réinvestir un peu dans des fils. On voit des sportifs de haut niveau qui vont rester dans le sport, dans le journalisme, dans le commerce, etc. Mais qui ne seront plus des sportifs de très haut niveau. Mais ils ont réussi leur deuil. Mais il y a toujours une période un peu déprimée, hein, un peu de vide. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut jamais s'arrêter. Il y a deux questions, je crois.
Oui, une question pour madame. Vous avez alerté sur les dangers de la recherche de la performance et au bout du compte, avec beaucoup d'éloquence et j'ai été vraiment très convaincu et très intéressé. Et du coup, j'aimerais que vous nous disiez en positif ce vers quoi vous pensez qu'il faut aller pour justement être toujours dans la recherche de la performance sans les excès. Alors on a parlé beaucoup de culture judéo-chrétienne. Est-ce que en faisant appel à d'autres cultures, par exemple aujourd'hui en Scandinavie, on n'a pas du tout la même culture de l'effort douloureux. On est dans la recherche du plaisir et le plaisir est une source de motivation. Donc, est-ce que vous pourriez amorcer des solutions optimistes, positives, compte tenu de tout ce que vous savez sur la manière de rechercher la performance dans le sport sans tous les problèmes que vous avez soulevés? Là, je crois que précédemment, on a déjà donné des éléments. C'est-à-dire là, on parle vraiment du sport de haut niveau, on ne parle pas de modifier la culture, parce qu'effectivement, dans d'autres cultures, y compris les cultures extrême-orientales, il y a une manière de concevoir l'effort tout à fait différente et non plus du tout au sens de cet arrachement dans lequel nous sommes en permanence. Bon. Pour ce qui est du sport de haut niveau, on a parlé d'accomplissement, de projet, d'appropriation du projet, de subjectivation du projet. À partir du moment où, comme on l'a dit tout à l'heure, la douleur devient souffrance, où la souffrance s'installe et où la personne se sent dépossédée au fond de ce qu'elle est en train de faire, c'est jamais très bon. Bon. À partir du moment où on arrive à intégrer ces éléments un peu négatifs que sont la douleur, la blessure, etc., dans quelque chose dont on perçoit encore la finalité, c'est-à-dire qu'on sent qu'effectivement il y aura des choses négatives, mais dans un ensemble qui continue de plaire, voilà, qui continue de faire sens, qui continue de s'inscrire dans un projet de vie, parce que les projets de vie ça change, mais tout le monde au fond, dès la petite enfance, on s'imagine, voilà, un champion, ceci, on a un projet, bon, qu'on n'atteindra peut-être pas, mais tant que ce qu'on fait trouve sa place et s'intègre dans quelque chose qui fait sens, il y a effectivement moyen de se réaliser, de s'accomplir, de grandir. De pouvoir ensuite profiter de cette expérience dans sa vie d'après. Bon. À partir du moment où il y a cette aliénation, c'est-à-dire au sens étymologique, je suis dépossédée, je suis autre que moi-même. Là, il y a effectivement cette négativité, cette rupture. Donc ça peut être très positif, dans le sens où on voit des quantités de champions qui, finalement, ont intégré ces différents aspects du processus pour continuer à ce que ce projet soit le leur. Il y en a aussi d'autres, même des très connus, qui racontent bien que soit il y a eu trop de souffrance et surtout ils ne l'imposeraient pas à leurs enfants, ça c'est quand même assez courant, ne pas vouloir que ses propres enfants soient champions, c'est quand même assez courant chez les champions, pas tous. Bon. Et puis raconter aussi quand ça s'arrête, cette espèce de vide sidéral qui se présente, ça fait aussi partie d'une certaine manière de l'appropriation un peu inadéquate du projet, parce que le projet ça doit être celui d'une vie, c'est pas que celui d'une échéance. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? On en reste là. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup.